Deuxième point que j'avais pas vu moi en 2005 et qui est peut-être plus important encore, les institutions européennes interdisent aux États d'emprunter auprès de leur banque centrale. Alors, pour un humain normal, ça n'a pas de sens. Ça veut rien dire. Ouais, les États ne peuvent pas emprunter auprès de leur banque centrale. Bon, ouais, et alors? Et c'est pourtant essentiel parce que, on en a parlé dans d'autres entretiens, donc je vais aller vite. Quand un État emprunte auprès de sa banque centrale, la banque centrale lui crée de l'argent pour lui, et note que l'État lui doit, et au fur et à mesure que l'État rembourse cet argent ensuite avec les impôts ou avec les recettes de cet investissement, la monnaie est détruite au fur et à mesure, et sur le même modèle que le crédit habituel et le mécanisme de la monnaie-dette. Mais la différence avec le système qui nous est imposé aujourd'hui, c'est que quand un État emprunte auprès de sa banque centrale, quand il rembourse sans intérêt. Ou il remboursera plus tard, donc il peut avoir... Donc ça, il a de la marge, il a beaucoup de marge, et puis c'est pas coûteux. C'est plus du tout comme ça que ça marche. Aujourd'hui, ça, c'est absolument interdit. Quand un État a besoin d'argent pour financer un investissement public, il doit emprunter auprès des marchés financiers. Il ne peut plus emprunter auprès de sa banque centrale. Et donc quand il emprunte auprès des marchés financiers, il paye un intérêt. Et cet intérêt devient progressivement insupportable, et ça devient un outil d'oppression. Un outil d'oppression des États par les riches, par les marchés financiers. Les marchés financiers, c'est ceux qui ont de l'argent. C'est les riches. Et en gros, les plus riches parmi les humains, ce sont les commerçants, et les plus riches parmi les commerçants, ce sont les multinationales, et les plus riches des plus riches, ce sont les banques. C'est les gros commerçants qui avaient beaucoup d'argent en plus, qui étaient incapables de dépenser, qui sont devenus les banques, historiquement, 1500, 1600, 17e siècle, 16e siècle, 17e siècle, sont devenus les banques, et finalement, aujourd'hui, les plus riches, ce sont les banques. Et finalement, les marchés financiers, pas pour l'intégralité, mais pour le plus gros, ce sont les multinationales et les banques. Ça veut dire que les États, par le mécanisme de l'Union européenne, par le mécanisme de l'article 104 de Maastricht qui interdit aux États de créer eux-mêmes leur monnaie et qui donc leur impose d'aller chercher l'argent où il y en a, c'est-à-dire dans les pattes des plus riches, cet article 104 de Maastricht qui est devenu l'article 123 de Lisbonne, est un outil qui met les États en servitude par rapport aux plus riches. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt commun, rien à voir avec l'intérêt général. C'est le contraire, c'est une trahison, c'est un sabordage absolu. Ça date de Maastricht, ça date de 92. Moi j'ai voté oui à Maastricht, je ne savais pas ça du tout. On n'en a absolument pas parlé en 92. En 92, on nous parlait de la monnaie unique, on nous parlait de l'euro, on ne nous parlait pas du tout de l'article 104. Il n'y a jamais eu de débat public là-dessus. On s'est fait enfumer. Enfumer. On s'est fait rouler. C'est une trahison. Une trahison absolue. Il n'y a pas d'autre mot. Et même en 2005, moi, je n'étais pas au courant, donc on n'en a même pas parlé en 2005 non plus. On en a parlé après. Donc depuis, là, ça fait maintenant, depuis 2006, ça fait 5 ans. On travaille beaucoup là-dessus. Et on s'aperçoit que dans tous les pays du monde, en tout cas dans beaucoup de pays du monde, dans tous les pays importants, les États ont abandonné la création monétaire aux banques privées. Et la dette publique augmente depuis. À chaque fois, la dette publique augmente dans des proportions extravagantes. Et finalement, le mode opératoire est le même qu'avec les pays du tiers-monde, qui ont été mis en coupe réglée, pillés par les multinationales et les banques, avec le même mode opératoire. On commence par l'endetter. On lui fait miroiter des dépenses publiques qui sont soi-disant très importantes, un barrage, des lignes, des voies ferrées, des grands travaux gigantesques, certes utiles, et encore souvent, quand on observe pour les pays sous-développés, c'est utile à quelques multinationales pour aller piller leurs ressources, leurs matières premières dans les mines, enfin, je ne développe pas, mais en tout cas, on se débrouille en faisant miroiter de l'aide, en disant on va vous aider, on va vous prêter à des bateaux, on va vous donner aussi, on va vous aider personnellement.
on engage le pays sous-développé à engager de très grosses dépenses, créer cette dette, et une fois que la dette est engagée, alors là, on obtient en échange tout. La privatisation de tous les services publics, l'abandon des matières premières à vil prix, le, la bérésina pour les peuples en question. Et le mode opératoire qui est décrit très bien dans Les Confessions d'un assassin financier de Perkins est extraordinaire, c'est absolument révoltant. Ce bouquin-là, c'est un... Et puis alors, ce qui est terrible, c'est qu'on observe le mode opératoire pour les pays sous-développés, mais on retrouve le goût de la Grèce, du Portugal, et puis bientôt de la France, évidemment. C'est-à-dire qu'après avoir copieusement pillé tous les pays sous-développés, les banquiers, maintenant, s'en prennent aux pays développés, puisqu'ils ont réussi à corrompre les systèmes politiques jusqu'à la moelle. Donc le premier point, c'est l'indépendance de la Banque centrale et sa mission unique contre l'inflation qui nous condamne au chômage de masse. Ça fait quand même un sacré morceau. Deuxième morceau, l'interdiction aux États de créer leur propre monnaie, donc d'emprunter auprès de leur Banque centrale, donc de créer leur propre monnaie. Donc rendre les États dépendants des porteurs d'argent, des porteurs privés évidemment, des porteurs d'argent. C'est insupportable. Ce deuxième point suffirait déjà à dire, mais attendez, il faut sortir de l'Union européenne d'urgence. Parce que vous allez voir qu'à la fin, quand on va parler des procédures de révision des traités, comme tout est à l'unanimité à 27, c'est indémerdable. On n'arrivera jamais à améliorer ce piège politique. Troisième point dramatique, alors qui lui a été beaucoup débattu en 2005, donc je vais passer rapidement, c'est l'interdiction aux États de limiter la circulation des capitaux. Je répète, interdiction aux États de limiter la circulation des capitaux. Ça veut dire que un État qui déciderait de ne pas laisser faire n'importe quoi en matière de capitaux serait, par ces traités félons, dans l'illégalité. Et puis, ce qui va avec, donc je le mets dans le même point, mais ce sont des dispositions différentes, mais elles vont ensemble, elles sont faites pour faire un effet de tenaille, un effet d'étranglement, liberté d'établissement. C'est-à-dire que non seulement les capitaux peuvent circuler, mais les entreprises aussi peuvent s'implanter librement dans les différents États. Ces deux dispositions, en fait, sont là encore un outil d'impuissance des États par rapport aux puissances privées, par rapport aux entreprises privées, notamment les plus grosses. Priver ainsi les États de leur possibilité de régulation et de police des capitaux, c'est totalement antidémocratique. C'est véritablement, quand on se demande comment des représentants qui nous représentent, qui devraient normalement représenter l'intérêt général, on se demande comment ils ont pu penser, élaborer, imposer des normes et des règles qui sont aussi contraires à l'intérêt général. Et en fait, on comprend mieux quand on essaye de voir qui voulait ce projet, qui a financé ce projet, qui soutient mordicus ce projet, qui a intérêt à ce projet. Et c'est édifiant quand on comprend que l'Union européenne a été voulue, financée, a été défendue par les mêmes qui ont financé Hitler et Mussolini. Les mêmes, pour les mêmes raisons, pour avoir des bas salaires, pour venir à bout des républiques, à bout de ce qu'on appelle la démocratie, qui à mon avis n'est pas une démocratie, on a fait d'autres réunions là-dessus, on ne vit pas en démocratie, on vit en oligarchie. Mais ce qu'on appelle les démocraties, c'est quand même des oligarchies tempérées par un semblant de parlementarisme qui limite un peu les dégâts quand même. Mais même ça, pour les grands patrons, c'est trop. Et ils veulent la peau de la Révolution française et de ses enfants, de ses successeurs. Ils appelaient la République la gueuse dans l'entre-deux-guerres.
Et Hitler et Mussolini, donc le fascisme à la papa, servait à, parce qu'aujourd'hui c'est un nouveau fascisme, bien plus malin, quoi, hein, servait à venir à bout de la... Ils appelaient ça de la gueuse, venir à bout des républiques. Annie Lacroix-Riz explique bien ça, que on trouve dans les archives, des milliers d'archives, que l'obsession des banquiers et des industriels, c'est nos salaires. Parce que ça se comprend, leurs profits, leurs grands profits dépendent de nos bas salaires. Donc c'est juste égoïste, c'est juste totalement cynique. Ouais. Ce qui les intéresse, c'est qu'on ait juste le salaire qu'il faut pour qu'on ne fasse pas la révolution, qu'on ne les égorge pas. Voilà. S'ils s'aperçoivent qu'on est en train de descendre dans la rue comme au Front Populaire, descendre dans la rue par millions et qu'on va les égorger, hop, il lâche du mou, il lâche, de toute façon... Voilà, ils donnent juste ce qu'il faut pour... Donc ça n'a rien à voir avec la justice. Bon, en tout cas, ce sont les mêmes qui ont financé donc les multinationales. Hein. Hitler a été financé par Ford, il a été financé par IG Farben, le cartel de la chimie allemand, il a été financé par les banques centrales européennes, il a été financé par les banques, évidemment. Il faut comprendre qu'Hitler n'aurait pas existé, enfin, serait resté un groupuscule ridicule, des fous furieux, sans argent, il serait resté marginaux, on ne connaîtrait même pas leur existence. Il faut comprendre que Hitler et Mussolini n'auraient, et Staline, Lénine, hein, c'est pareil pour les bolcheviks, hein, n'auraient pas existé sans le financement de Wall Street. Il faut comprendre ça. C'est-à-dire qu'en fait, le fascisme, le fascisme, c'est pas Hitler. Le fascisme, c'est qui a financé Hitler. Il me semble, moi, tout le monde se traite de fasciste, c'est un mot qui est galvaudé, on en vient à se demander ce que c'est le fascisme. Là où j'en suis de ma réflexion, je dirais que le fascisme, c'est la prise de contrôle de l'État par les plus riches, et donc c'est une toute petite poignée de personnes qui prennent le contrôle de l'État pour pérenniser leurs privilèges et se servir de la force publique, parce que l'État a le monopole de la force publique, se servir de la force publique pour défendre leurs seuls intérêts, ou prioritairement. Et après ça, il y a différentes manières de mettre en place ce règne des privilégiés, qu'on peut appeler fascisme, on peut l'appeler autrement. Alors je sais bien que fasciste, c'est un mot qui historiquement veut dire autre chose, mais enfin, il faut que les mots soient utiles quand même. Si on les ramène constamment à leur stricte définition historique, on n'arrive pas à s'en servir parce qu'on va nous répéter que le fascisme c'était les faisceaux, que c'était donc historiquement un truc qui n'existe plus. Ouais, ok. N'empêche que les dictatures du milieu du XXe siècle ont été financées par les riches du moment, les ultra riches du moment. Et ce sont ces mêmes ultra-riches de notre moment en ce moment, et puis de toute la période qui nous a séparés, ce sont les mêmes, ou leurs enfants, qui financent l'Union européenne. C'est plus malin, c'est le fascisme à la papa, on le vivra plus. Je pense qu'on n'aura plus... ils n'ont plus besoin de régime militaire, avec une police militaire. C'est plus nécessaire, ils ont trouvé quelque chose de bien plus malin, l'élection... L'élection, c'est fabuleux pour les riches, hein. C'est génial. Et puis, je veux dire, le simple fait que l'élection, que le suffrage universel soit défendu, d'abord a été institué par Napoléon III en France, Bismarck en Allemagne, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Le fait que, ça devrait nous inciter à la défiance. Le fait que le suffrage universel soit défendu par tous les MEDEF du monde, par toutes les multinationales du monde, qui soutiennent le suffrage universel. Ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Et le fait que depuis 200 ans de pratique de l'élection, les riches ont toujours gouverné. Le suffrage universel ne tient pas ses promesses. Les pauvres n'ont jamais gouverné avec le suffrage universel. Alors qu'avec le tirage au sort, c'est le contraire. 200 ans de pratique à Athènes montrent que pendant 200 ans de tirage au sort, les riches n'ont jamais gouverné, alors que les pauvres toujours. Donc, avec le suffrage universel, les multinationales, et notamment les multinationales de la finance, ont un moyen de nous faire voter nous-mêmes pour nos propres bourreaux, via l'Union européenne, un moyen qui est bien plus malin, contre lequel il est bien plus difficile de résister que le fascisme à la papa. Donc pour le distinguer, on peut peut-être parler de fascisme financier. Sur l'OTAN, il y a des dispositions graves qui, en fait,
empêche l'Union européenne de penser une défense qui soit autonome par rapport à l'OTAN. Alors on nous explique que, évidemment, chacun des pays faisant déjà partie, une bonne partie faisant partie de l'OTAN, on ne pouvait pas les obliger à se désolidariser de l'OTAN. Bon, certes, il reste que les plus grands pays de l'Union européenne étant intégrés à l'OTAN, le fait que les traités de l'Union européenne intègrent finalement cette participation nous rend complètement dépendants de l'OTAN. Et il y a des mécanismes d'intervention, donc de guerre obligée, et même nucléaire, dans les traités qui sont absolument révoltants. C'est-à-dire que si on appliquait ces mécanismes dans les situations qui sont prévues, on serait obligé d'envoyer un feu nucléaire préemptif, agressif, pas défensif. Je ne développe pas, mais sur ce sujet-là, il pourrait y avoir un débat, il n'y en a pas eu. Les institutions européennes mettent entre les mains des ministres et des présidents, qui sont des exécutifs dans les pays d'où ils viennent, mettent dans leurs mains le pouvoir législatif. Alors, à deux titres. D'abord, en co-législateurs, les institutions européennes font des ministres qui normalement devraient être absolument cantonnés à l'exécution des lois. La séparation des pouvoirs, c'est toi tu écris les lois mais tu les exécutes pas, toi tu es Parlement, tu écris les lois mais tu les exécutes pas, et toi tu es exécutif, tu exécutes les lois mais tu les écris pas. En divisant les pouvoirs, on les affaiblit et nous autres, les gouvernés, nous protégeons contre les abus de pouvoir. Montesquieu. Et cette séparation des pouvoirs est très mal appliquée. Dans la 5e, elle ne l'est pas du tout. Puis dans la plupart des pays, elle est violée. Parce que ceux qui écrivent les règles les écrivent pour eux-mêmes. C'est ma thèse. Les institutions ne devraient jamais être écrites par des hommes de parti. Et encore moins par des parlementaires, des ministres, des juges. Les institutions devraient être écrites par une assemblée constituante tirée au sort. C'est d'ailleurs le dernier point que j'évoquerai un petit peu à la fin. Mais en tout cas, si les ministres ici se voient attribuer un pouvoir législatif, c'est plus grave encore qu'au niveau national, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'ils font. Il faut se rendre compte qu'on a déjà du mal à surveiller ce que font nos parlementaires et nos ministres au niveau national, à la petite échelle de la nation, mais alors au niveau européen, est-ce que vous savez ce que sont en train de négocier pour vous, vos ministres, dans le cadre de l'Union européenne? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous vous en occupez? Est-ce que vous vérifiez ce que signent en votre nom, les directives que signent en votre nom vos ministres dans le cadre de l'Union européenne? Mais pas du tout, c'est trop loin, et puis en plus, le voudriez-vous? Vous ne pourriez pas, parce que c'est totalement opaque. Alors, à deux titres, les ministres sont co-législateurs, sont législateurs. D'abord, ils sont co-législateurs avec le Parlement. Donc le Parlement est complètement, en fait, infantilisé. Le Parlement ne peut écrire aucune loi tout seul. Il est accompagné des ministres qui doivent être d'accord pour que ça passe. En plus, le Parlement n'a pas l'initiative des lois. C'est complètement extravagant, c'est la Commission. Alors il y a des arguments bidons pour justifier que la Commission soit ainsi... La Commission n'est pas élue, hein, donc la Commission c'est des technocrates. C'est profondément oligarchique. Donc là, déjà, les ministres sont co-législateurs, mais en plus, il y a deux techniques de production de normes obligatoires de portée générale et illimitée dans le temps, donc c'est extrêmement dangereux pour nous. Hein. Une constitution, ça sert à éviter que de tels outils juridiques ne soient hors contrôle. Or là, ils le sont totalement. Donc, autre technique de production de normes obligatoires, les actes non législatifs et les procédures législatives spéciales. C'est des noms qui suggèrent rien. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je vous dis, en français, c'est des lois sans parlement. Des lois sans parlement. Et sur quel sujet? Oh, des bricoles. Le marché intérieur.
une bonne partie de la fiscalité, la concurrence. Tous ces sujets-là, le Parlement n'en voit pas la couleur. Le Parlement n'est pas concerné. Est-ce il y a une liste des sujets sur lesquels on peut faire comme ça des lois sans Parlement, où les ministres écrivent le droit? Donc les ministres, ceux qui vont appliquer les lois, eux, quand ils retirent leur costard de ministres européens, ils retournent chez eux, et donc de co-législateurs, ils retournent chez eux dans leur pays d'origine, ils réendossent leur costume d'exécutif, et ils font appliquer les lois qu'ils ont eux-mêmes écrites au niveau européen. Donc on est en pleine confusion des pouvoirs. Et tout ça en rendant pratiquement, concrètement, en ne rendant aucun compte. Et donc il y a une liste des sujets? Pas du tout. Vous voulez savoir la liste des domaines de ces lois sans Parlement? Il va falloir que vous tartiniez les centaines d'articles en cherchant les procédures législatives spéciales, les actes non législatifs, et puis vous apercevez que c'est un acte non législatif, ça. C'est énorme, quoi. Hein. Pourquoi est-ce que ça a été retiré au Parlement? Est-ce qu'on nous explique? Est-ce que vous vous souvenez d'avoir eu un débat sur les lois sans Parlement à l'occasion du débat sur les institutions européennes? Bon, ça n'a jamais parlé, mais c'est dans la partie 1, ça. Hein. Dans la partie 1, sont programmées des lois sans Parlement. Il me semble que ça vaudrait le coup d'un débat public.